Bonjour à tous, bonjour à tous. Alors, je me présente, je suis Michel Clerc. Oui, Michel Clerc, administrateur de société, ancien président de la commission d'études sur l'avenir du réseau de la santé et des services sociaux en 2001. Alors, je suis extrêmement heureux d'être avec vous cet après-midi pour animer un atelier qui est toujours d'actualité. Le sujet était déjà d'actualité en 2000, la collaboration interdisciplinaire dans la structuration, le bon fonctionnement de la première ligne de service. On a eu quelques impacts, comme avec la création des GMF et d'autres, mais il y a encore de nombreux défis et puis beaucoup d'initiatives qui se prennent. Alors, je suis très heureux d'agir comme cet après-midi, comme animateur, modérateur de cet atelier. Disons d'entrée de jeu que si jamais les gens vous laissent avancer, vous allez voir que nos panélistes sont super intéressants. Alors, ne vous gênez pas si vous voulez vous avancer. Il y a de la place en avant, les meilleures places sont accessibles. Alors, donc, cet après-midi, je vous disais que dans votre atelier, nous avons 3 collaborateurs, 3 personnes très intéressantes. Alors, non, si quelqu'un me demande si on a invité le chef d'orchestre pour orchestrer la première ligne, orchestrer la collaboration interdisciplinaire en première ligne, on ne l'a pas invité, mais on a invité cependant des musiciens de cet orchestre-là, des musiciens d'exception. Des musiciens ou musiciennes qui ont écrit des partitions qui sont nouvelles et qui sont de très bonnes, très belles initiatives. Alors, on va les accueillir. Alors, je vous les présente dans l'ordre que vous préférez, soit dans l'ordre dans lequel ils vont s'adresser ou dans l'ordre alphabétique de leur prénom. Ça tombe bien, les 2 ordres sont les mêmes. Alors, on commence par Dr. Éric Lavoie. Alors, Éric, si vous voulez venir vous installer à côté de moi. Alors, Éric Lavoie, ben oui, mérite des applaudissements partant. Éric, directeur du GMFU, du CH, du Centre hospitalier Trois-Pistoles, chef du département régional de médecine générale du Bas-Saint-Laurent et un des instigateurs du guichet d'accès à la première ligne. Alors, Yves, bienvenue. En deuxième, à côté d'Éric, alors on accueille Marie-Ève Bertrand. Marie-Ève est pharmacienne conseil et elle a aussi des belles initiatives, vous allez voir à son crédit. Elle est pharmacienne conseil au guichet d'accès à la première ligne du 6 de Montérégie-Ouest. Bienvenue, Marie-Ève. Finalement, quelqu'un qui a eu une longue carrière, dans le public et dans le privé. Hein, j'ai fait un peu ça, moi. Alors, comme directeur général du groupe Alerte Santé, Yves Masse. Yves, viens te joindre à nous avec plaisir. Alors, orchestrer la première ligne en santé, une collaboration interdisciplinaire, je vous disais d'entrée de jeu que cette préoccupation-là, de la collaboration interdisciplinaire, c'est une préoccupation qui s'inscrit dans le temps et qui s'inscrit dans l'actualité. Hein? Aujourd'hui, plus que jamais, la collaboration interdisciplinaire est à l'ordre du jour dans tous les services, mais en particulier en première ligne. La première ligne, sa caractéristique, c'est que la première ligne, elle est plurielle. Hein? Elle est plurielle parce qu'elle ne concerne pas juste une profession, elle concerne de nombreux services à la population en matière de santé, de services sociaux, santé physique, mentale ou autre. Alors, elle est plurielle, mais aussi elle vit présentement là, une évolution rapide, dans le sens que nouveaux mécanismes d'accès, décloisonnement des professions qui, je pense, je me permettrais de dire, sur mon regard des 40 dernières années a eu tendance à s'accélérer dans les dernières. Je trouve ça positif. Des nouveaux outils, des nouvelles approches. Alors, comment tout cela peut-il agir sur la collaboration interdisciplinaire? Voilà le cœur de notre sujet cet après-midi. Donc,
aujourd'hui, nous avons 3 panélistes. On a convenu de diviser notre temps en 3 blocs. Comme je vous disais, ces personnes-là ont généré, participé à des initiatives tout à fait intéressantes. Alors, dans un premier tour de table, on va prendre un 6, 7, 8 minutes, le temps qu'il faudra pour chacun, pour nous présenter en quelque sorte ces initiatives que les panélistes ont prises, histoire de comprendre le projet dont ils ont été porteurs ou porteuses et quel en est le sens, quelles observations ils font. Donc, je dis une partie première descriptive et descriptive aussi des résultats. On va faire ensuite de ça un deuxième tour de table sur, quand on lance une initiative, aujourd'hui, on est à un moment précis dans le temps, on regarde où on est rendu, oui, mais quel est le plein potentiel de cette initiative-là? Comment voyez-vous le futur de passer, je dirais, du projet qui est concluant à la généralisation de celui-ci? Finalement, je me suis dit, je les ai fait travailler. Je leur ai dit, et ce n'est pas exagéré, des brillants tannants comme ça doit avoir des idées sur d'autres gisements de synergie, de collaboration possible. Quand vous sortez votre télescope ou vos jumelles pour voir plus loin dans l'avenir, alors comment est-ce que vous voyez là, les prochains gisements d'amélioration de la collaboration interdisciplinaire, jusqu'où on peut regarder là, devant nous des nouvelles initiatives. Donc, voilà en 3 blocs, puis après, on va avoir un temps pour échanger avec la salle. Puis, dès la fin de la réponse à la deuxième question, j'ai fait une gracieuseté à nos panélistes. Je leur ai dit qu'ils pourraient interagir entre eux et consommer du temps précieux pour notre atelier. Donc, je reprends. Donc, les gens vont s'adresser à vous. On a déterminé un ordre, disons que c'est le maître de cérémonie qui l'a déterminé, qui a pensé que c'était intéressant d'agir comme ça. On va d'abord donner la parole à Éric, ensuite à Marie-Ève, ensuite à Yves. Les questions que je leur ai posées, c'est très simple, c'est des questions ouvertes. Quelle initiative avez-vous pris? De quel projet êtes-vous porteur dans cette évolution rapide de la première ligne? Quel en est le sens? Quelles observations et quels résultats aimeriez-vous nous partager jusqu'à maintenant pour enrichir nos propres réflexions? Alors, on commence avec Éric. Éric, à vous la parole. Merci, Michel. Bienvenue à tous. Alors, je vais vous parler de l'initiative du projet GAP là, qui a été fomenté au Bas-Saint-Laurent. C'est qu'en 2000, moi je suis médecin depuis 2001, je m'occupe d'un GMFU depuis 2006, chef de DRMG depuis 2013. Puis on avait accumulé au Bas-Saint-Laurent beaucoup de données. On a des kingpins informatiques qui organisent beaucoup les données. Puis on était assis sur une mine de données, une mine d'indicateurs qui finalement, on avait une lecture du terrain de l'organisation des services. C'est une organisation de services, on se rappelle, qui est basée sur l'inscription de la clientèle à ce moment-là, avec le succès des GMF, avec l'interdisciplinarité qui émergeait, l'accès adapté qu'on avait fait des tours de roue là-dessus en 2015-2016. Puis il restait toujours, évidemment, les fameux patients orphelins. On a eu les initiatives Vidons les guichets 1, Vidons les guichets 2. Puis ça plafonnait en termes d'inscription. Alors, c'est une organisation de services qui est basée sur des cliniques avec de l'inscription. Puis un GAMEF. Un GAMEF, c'est un inventaire de patients qui avaient levé la main pour finalement espérer avoir un médecin de famille. Puis le médecin de famille se définissait par l'orchestrateur au carrefour des soins. Alors, c'est la porte d'entrée, c'est le goulot d'étranglement, avec un système de fidélisation, hein, l'assiduité. La fidélisation qui est là pour dire il faut que tu vois les patients, les mêmes patients et les mêmes patients. Alors là, tu es un bon médecin ou tu es un bon professionnel. Ce qui cloisonnait davantage les orphelins puis les reléguait uniquement dans les urgences ou à peu près, puis avec peu de services. À ce moment-là, pour donner un meilleur accès, est venue l'idée de finalement
demander aux GMF, aux cliniques, de fournir des places. Il faut voir ça dans toute la chaîne. On ne peut pas seulement organiser des services puis pas demander à l'offre. Alors, on a mis en équilibre l'offre et la demande pour finalement dire à nos cliniques, bien, donnez-nous un peu d'offres. Puis, à ce moment-là, on connaissait nos chiffres, c'est à peu près 10 %. C'est ça le fameux rendez-vous sur 10 qu'il faut libérer en première ligne. Alors, donnez-nous un rendez-vous sur 10, puis dans ce rendez-vous-là, on va mettre du populationnel dedans, c'est-à-dire des orphelins qui n'ont pas de service. Alors, le GAMEF, qui était un entrepôt d'orphelins, devenait maintenant un guichet d'accès de pertinence où, finalement, on allait avoir des demandes qui allaient rentrer. Pourquoi la pertinence? Parce que quand on demandait de libérer cette fameuse place sur 10, nos cliniques et nos GMF nous disaient « Je vais te la libérer, ta place, mais moi, mon taux d'assiduité va baisser. » Fait que si tu m'envoies du monde, envoie-moi du monde pertinent qui ont des besoins réels de voir un médecin, puis pas seulement un nez qui coule depuis 2 heures, là, on veut voir une personne qui a vraiment des besoins de santé. Fait que là, c'est là l'idée de la pertinence qui est arrivée, de dire c'est vrai que si on leur envoie des patients, on va essayer de les filtrer. Alors là, on a mis un filtre de pertinence où finalement, puis on se rappelle à cette époque-là, je parle d'époque, mais ça fait juste 4 ans, c'est que ce qu'on préconisait dans le système de la santé, c'est un accès direct. Les médecins affichaient les plages directes en ligne, puis finalement, la clientèle allait piger directement. Hein, on connaît les systèmes, là, Bonjour Santé, chronométrique, tous les, finalement, les systèmes qui font que les clientèles choisissent eux-mêmes leur visite. Nous, on s'est dit, écoute, ça ne sera pas ça. On va mettre un filtre entre la demande et l'offre. Puis finalement, on a fait un numéro de téléphone qu'on a distribué aux patients orphelins. On s'est bien gardé de le distribuer à tout le monde, là. On ne voulait pas trop avoir de succès tout de suite. Puis, on savait qu'on allait avoir des appels. On le savait. Tout le monde attend. La moyenne d'attente, c'est entre 400 et 500 jours pour avoir un médecin de famille. Alors là, on a eu des appels. Puis, on avait des infirmières qu'on a positionnées dans le gap avec des agentes administratives. Avec la personne appelait, l'agente, puis finalement, l'agente essayait de trouver une place, puis elle savait qu'elle avait en banque des places dans les cabinets médicaux pour être capable de donner un service médical, mais il y avait aussi d'autres places qu'on avait négociées avec toutes sortes d'arrimages, avec l'établissement, hors établissement, tout ça. Puis, quand l'agente n'était pas capable de trouver une place adaptée, souvent, l'appel, à presque 7 à 8 fois sur 10, était relégué à l'infirmière. Là, vous allez me dire, bien, le 811, là, vous êtes déjà accueilli ce téléphone-là? Oui, le 811 accueillait des appels, mais il n'avait pas dans sa manche des visites médicales à donner. Alors, nous, on a mis ça en relation, puis finalement, on s'est rendu compte, puis c'est ça qui a été séduisant dans le projet, c'est qu'une fois que l'étape infirmière de filtre était faite, on s'est rendu compte qu'une fois sur 2, dans la tête du patient qui pensait avoir besoin d'un médecin de famille ou de voir un médecin, alors on réussissait à rencontrer son besoin et à le satisfaire pleinement avec des taux de satisfaction très élevés de 92-95 %. Alors là, nous, on est dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe là? Une fois sur 2, cet appel-là pouvait être redirigé ou rempli d'une autre façon que voir le médecin. Alors, le fameux visite sur 10 que j'avais négocié avec mes cliniques, finalement, si c'est 50 %, bien, je peux servir 2 fois plus de personnes avec ça. Fait que là, ça, c'est de dire, bien, mon Dieu, le modèle GAP a l'air à fonctionner. C'est ça qui était séduisant et pour le Bas-Saint-Laurent et pour le ministère. C'est pour ça que les GAP ont eu l'envol qu'ils ont connu. C'était d'admettre le fait que, mon Dieu, avec un filtre de pertinence, on gagnait en capacité dans le réseau. C'est ça qui était finalement un peu le levier qui a permis l'envol du projet. La grande leçon, brancher dans le fond le filtre de pertinence avec un réseau d'accès qui était déjà existant, en branchant les deux ensemble, dans le fond, on a accru la productivité de façon incroyable. Sans oublier, évidemment, une force à mettre dans le système d'information, le système informationnel, où on réussit avec agilité à capter le besoin, le documenter, puis que l'information suive le patient. Ça, c'est fondamental dans cette transaction-là. Alors, comme quoi, les bonnes idées naissent de l'observation de la réalité, de ce qui existe déjà. On va aller à Marie-Ève. Marie-Ève, je pense qu'elle s'est inspirée, elle aussi, de ce qui existait. Puis, il y a 2 mots que vous allez reconnaître dans ce qui a été dit par Éric, qui vont revenir, je pense, dans les propos de Marie-Ève. Marie-Ève. Merci, Michel. Bonjour tout le monde.
Bien, je m'inscris dans la continuité d'Éric, justement. Avec le succès du GAP, bien, ça s'est étendu, pas juste au Bas-Saint-Laurent, mais à travers la province. Donc, moi, je vous parle avec mon chapeau de pharmacienne conseil du GAP de la Montérégie-Ouest. Puis, bien oui, moi, c'est puis Éric, souvent, nos phrases se complètent. On a le même vocabulaire, vous allez le voir. Pour vous situer, pour vous mettre en contexte, la Montérégie-Ouest, le territoire, ça s'étend de Rigaud. On passe par Vaudreuil, Pincourt, Valleyfield, Châteauguay, puis c'est délimité au sud par la frontière américaine. C'est 115 000 patients orphelins et environ des plages de rendez-vous hebdomadaires dans un nombre de 500. Fait que, rapidement, le constat qu'on arrivait, c'est de dire, bien, ces patients-là, même si on voudrait juste les tourner, là, bien, ça nous prendrait 4 ans et demi, juste tourner ces 115 000 patients orphelins-là. Donc, le premier constat qu'on arrivait, c'est qu'on ne peut pas arriver à un professionnel seul à desservir cette clientèle-là. Donc, l'interdisciplinarité a tout de suite été la ligne de pensée. Et comment nous, on l'a vu, on a tenté de pousser ça plus loin, c'est de voir. Puis, bien, je remercie Marie Pavageau, qui est ma gestionnaire, qui a eu l'idée d'engager une pharmacienne conseil sur l'équipe du GAP. Ça fait quoi, ça, une pharmacienne conseil? Ben oui, hein? Ben, justement, ça regarde, ça évalue, ça analyse, ça valide les corridors qui sont déjà en place. Qu'est-ce que chacun peut faire, ne pas faire. Ça valide aussi avec les pharmaciens communautaires leur propre corridor de service, leurs propres organisations du travail et voir comment on peut créer des ponts. Parce que les pharmacies communautaires sont à cheval entre le public et le privé. Des fois, on les oublie, des fois, on pense à eux. Fait que de voir comment on peut amener cette interdisciplinarité-là avec les pharmacies. Mais comment vous faites avec combien de pharmaciens communautaires et combien de pharmacies sur ce territoire? Bien, c'est ça. Fait que là, Marie est chanceuse. Donc, au lieu d'avoir une seule pharmacienne dans son équipe, elle a maintenant 90 pharmacies et 500 pharmaciens dans son équipe GAP. Ce qui est quand même pas pire pour desservir notre 115 000 patients orphelins. Fait que, au constat, le premier constat qui est revenu tout ça de suite de mon analyse, encore une fois, le mot, la pertinence. La pertinence, parce qu'on avait beaucoup de demandes qui arrivaient. Est-ce qu'on arrivait avec le bon professionnel au bon moment pour le bon besoin? Pas tout le temps. Donc, en faisant cette analyse-là, on a pu être dans le fond, être capable de mettre en place, de dire, mais certes, il y a des choses c'est les infirmières qui peuvent faire, des choses c'est les pharmaciens qui peuvent être faits. Puis comment on arrime ça? Alors, ensemble? ça, c'est la question. Comment vous arrimez ça? C'est tough. c'est le gros défi. Dites-nous le secret de la caramilk, là. Moi, ben, c'est pas Comment le vous secret êtes de la parvenu? caramel, mais c'est sûr que c'est difficile. C'est des énormes défis parce qu'on est dans la gestion du changement. Ce qu'on remarque, la première chose, c'est que souvent, on veut réinventer la roue. On se dit, comment on peut faire des nouvelles affaires, des structures? Là, dans notre cas, là, on n'était pas dans refaire la roue. On s'est rendu compte que la majorité des gens, bien, ils ne savent même pas qu'il y a une roue. Ils ne savent pas où, ils ne savent pas à quoi qu'elle sert, ils ne savent pas comment l'utiliser. Fait que déjà, ça a été notre premier constat. Puis, ce qui a fait en sorte qu'on a adressé la situation en gestion du changement pour tenter de faire adopter des nouveaux comportements, autant à l'équipe GAP à l'interne que pour les patients, que pour nos pharmaciens avec qui on voulait de la collaboration. Puis là, bien, ceux qui connaissent un peu la psycho, ProchHK, qui est notre ami là-dedans, donc le savoir, le pouvoir, le vouloir. Savoir, bien, on veut informer, on veut former. Donc, on a formé à l'interne nos équipes sur qu'est-ce que les pharmaciens pouvaient faire. On a formé nos pharmaciens sur ce que l'équipe du GAP. On a juste informé de l'existence du GAP, qui était déjà un enjeu. C'est peut-être drôle à penser, là, mais de juste savoir que le GAP existait était déjà un enjeu. Par la suite, bien, le pouvoir, on a donné des outils à la collaboration. Parce que si on ne donne pas de corridor, si on ne donne pas de façon de faire, c'est extrêmement difficile de collaborer. Là, dans nos défis, on verra que peut-être nos outils pourraient être plus efficaces, mais là, on en parlera tantôt. Hein? Puis, bien, la dernière chose, on a travaillé sur le vouloir dans la gestion du changement, qui est, dans le fond, l'action de pouvoir donner la capacité et la confiance des intervenants. Ça, c'est sur lequel on a mis le plus d'énergie. C'est-à-dire que pour collaborer, nous, notre vision était vraiment que collaborer, des pharmaciens qui collaborent avec le GAP, c'est une chose. Marie-Ève Bertrand, pharmacienne, qui collabore avec Nadine Bourdeau, infirmière en santé mentale, c'est une autre histoire. C'est un autre lien. Quand on est proche, quand on est humain, ça favorise la collaboration. On a mis beaucoup d'emphase sur des initiatives de communication, de faire connaître les professionnels,
de part et d'autre pour faciliter cette Mais intervention. faire connaître 500 pharmaciens par l'équipe, c'est toute une entreprise. Oui, et je ne pourrais pas te dire que chaque nom de pharmacien est connu de toutes mes infirmières et vice-versa. Mais c'est de travailler sur le développement d'une relation personnalisée de plus en plus et Oui, parce que, tu sais, le petit dicton qui dit, là, quand on est proche, c'est un petit peu plus difficile d'haïr le monde. Oui. Fait que quand on travaille proche des gens, qu'on sait à qui on s'adresse au quotidien, c'est beaucoup plus facile d'être dans la collaboration, d'être dans l'échange, d'être dans la correction de trajectoire versus d'être un peu à couteau tiré. Là. Je reviens 30 secondes sur le mot pertinence. C'est un mot que vous avez employé tous les deux. Comment ça s'articule la notion d'utiliser la pertinence dans le travail que vous effectuez? Bien, la pertinence, encore une fois. Comment on structure ça? Oui. Bien, tu sais, c'est, première, un travail d'analyse. Faut analyser. Si on ne sait pas ce qui se passe au quotidien, si on ne sait pas ce qui rentre comme appel, si on ne sait pas ce que font les personnes, on n'est pas capable de justement savoir ce recul-là, de se dire, bien, qu'est-ce qui rentre? Ça ne devrait pas rentrer. Un peu comme ton exemple, de dire, bien, là, j'ai des appels qui ne devraient jamais arriver, ça devrait être géré ailleurs. Ou, bien là, j'avais des appels qui étaient transférés à mes infirmières, puis ça, c'était un des constats, de dire, j'avais des appels qui étaient transférés à mes infirmières, de se dire, mais pourquoi ces appels-là sont transférés à l'infirmière? De demander la collaboration du pharmacien, dans ce cas-là, ça serait beaucoup plus pertinent. Le service arriverait au bon moment, ça dégagerait d'un côté. Donc, d'utiliser l'expertise de chacun. Donc, une bonne articulation du processus de filtration pour orienter puis accélérer l'accès aux bons services, aux bons professionnels. Merci, Marie-Ève. Alors, on serait rendu à notre collègue Yves, alors qui, lui aussi, a pris des initiatives dans des nouvelles fonctions. Alors, Yves, à toi la parole. On peut se tutoyer. Tout à fait. Bien, bonjour tout le monde. Merci de l'invitation. Peut-être tu poses la question, Michel, sur la collaboration en première ligne. Bien, oui, tout à fait. Puis, aujourd'hui, je vais vous parler des initiatives qu'on a. Puis souvent, on dit, bien, la première ligne, c'est quoi? On dit, c'est les cliniques. Mais ça inclut aussi le préhospitalier. Tout le volet. Puis souvent, on est là. Le premier contact, quand les gens appellent 911, mais c'est pour beaucoup l'accès dans le réseau. C'est ça. Fait qu'on devient partie intégrante de la première ligne. Ce matin, on parlait d'initiative d'Idéaton, la réflexion qui a eu lieu. Puis l'an passé, il y a eu dans ce forum l'exercice d'Idéaton, puis il y a 6 éléments qui ont ressorti. Puis 2, dans le top 6, c'est instaurer un triage intelligent et une orientation pertinente du patient au sein de son équipe multidisciplinaire. Là, quand j'ai regardé le top 6 en préparation du forum aujourd'hui, j'ai dit, bien, c'est exactement ce qu'on fait au niveau du préhospitalier. C'est exactement ce qu'on fait depuis bientôt 2 ans, la régulation des appels 911. Puis, en fait, particulièrement les appels 911 à faible priorité qu'on reçoit au groupe Alerte Santé, le Centre de communication santé en Montérégie. Alors, c'est une innovation qui porte des fruits pour plusieurs parties prenantes de la première ligne. Juste question de positionner un peu, peut-être mettre le PowerPoint de la page 1, un bref rappel du processus. Puis, certains vont dire, ouais, c'est un petit peu plus compliqué que ça, là, mais je dirais, dans les 30 dernières années, essentiellement, quelqu'un appelle 911, il va y avoir une priorisation qui va être faite. En fonction de la priorisation, on va affecter une ambulance, il y a un paramédic qui va aller sur les lieux, qui va faire l'évaluation, et on va transporter dans une salle d'urgence. Ça se fait essentiellement comme ça depuis plus de 30 ans. Notre centre de santé, c'est-à-dire les centres intégrés de santé et de services sociaux, les 6 de la Montérégie et notre centre de communication santé, bien, ont ajouté quelques étapes au processus, au bénéfice de notre population, mais aussi des intervenants du réseau de la santé. Alors,
un triage secondaire par des ressources professionnelles sur les appels de basse priorité. Alors, si on va à la deuxième page du PowerPoint, ça nous amène, je dirais, multiples options. Alors, le triage secondaire s'effectue au téléphone par nos infirmières au centre de communication santé. Puis, ça devient complémentaire à l'information initiale qui avait été faite par le répartiteur médical. Mais la beauté de ça, c'est qu'on est dans un environnement où on a une situation qui est moins critique, qu'on n'est pas chronodépendant. Alors, l'infirmière a le temps d'évaluer la situation, a le temps de creuser la condition clinique de la personne qui avait appelé. Puis, l'objectif, c'est pas transporter à tout prix, là, parce que souvent on dit « Ah, on sauve des transports ». Oui, c'est sûr que ça aide. Mais l'objectif, c'est d'identifier la meilleure orientation possible, la meilleure ressource dans notre panier de services du réseau de la santé pour répondre aux besoins santé. Alors, je dirais les trajectoires courantes, puis en paru à l'écran tantôt, et oui, on va référer quelqu'un en rendez-vous. On a accès à des plages de rendez-vous dans les GMF, dans les cliniques privées. On va donner des conseils d'auto-soins. On va utiliser aussi le GAP. On parlait du GAP tantôt. Oui, on a des clients orphelins. Puis oui, le GAP est dans notre trajectoire, dans notre panoplie d'offres de services. Ensuite de ça, les cliniques ambulatoires, les services courants, l'info sociale, les paramédics communautaires intégrés. Ça, c'est un service qui a été développé aussi en Montérégie pour une partie de la Montérégie. Alors, on voit la panoplie est grande. Donc là, ça nous permet d'orienter les patients à la bonne place. Puis ça va arriver qu'on les oriente à l'urgence. Dans certains cas, c'est par leurs propres moyens ou en transport adapté. À ce moment-là, ça permet de rendre notre transport ambulancier, nos services de paramédics disponibles pour l'ensemble du territoire. Alors, tout ce mécanisme-là de triage secondaire rejoint un peu ce que les collègues parlaient sur la notion de pertinence. Orienter, on dit pertinence du service, mais pertinence de l'orientation, pertinence de choisir le bon professionnel pour répondre aux besoins. Parce que d'envoyer quelqu'un dans une salle d'urgence puis attendre 12 heures, c'est pas ce qui est optimal. Puis, fait que là, vous vous posez la question, OK, c'est beau, triage secondaire, ça a l'air intéressant, multiples trajectoires possibles. Ça donne quoi tout ça? On va y arriver, ça ne sera pas long. Mais avant, j'ai une question pour toi, Yves. Oui. On voit, là, soit dit en passant, hein, qu'au fond, les mots-clés, c'est un renforcement du triage dans tous les cas, basé sur un renforcement de l'analyse de pertinence, basé sur une meilleure orientation. Dans le cas du triage secondaire, là, les infirmières qui font ce triage secondaire-là, est-ce qu'elles ont eu des formations, elles ont des protocoles, elles ont des outils technologiques particuliers ou si, comment ça s'est articulé concrètement là, dans la pratique, là? Est-ce que c'est des gros investissements ou au contraire, alors, parlez-nous de ça. Okay. C'est un bon point. Puis effectivement, au début de l'élaboration du projet, on s'est posé la question, là, à savoir comment on structure. On connaît, il y a du 811, c'est avec des protocoles. Déjà, sur nos appels 911, les répartiteurs médicaux, c'est protocolisé. Puis, il y a toute la notion d'autonomie professionnelle aussi. Fait que la question qu'on s'est posée, c'est OK, est-ce qu'on va dans un mode freestyle, comme j'appelle, là, de dire, voici, infirmière. Au meilleur du jugement professionnel. Prends des appels, puis fais du mieux que tu peux. Puis le feedback qu'on recevait, c'est, tu finis un appel, clique, tu n'as pas vu la personne, tu n'as pas vu l'environnement. J'ai-tu échappé quelque chose? Ça arrive des fois,
2, 3 mots-clés, on tombe dans une vision tunnel pour un diagnostic particulier. Est-ce qu'on a fait vraiment le tour de la question? C'est le feedback qu'on recevait de nos professionnels. Puis, à ce moment-là, on a opté pour justement une version de protocole. Puis, je dirais des solutions protocolisées pour les infirmières de triage secondaire en français. Là, il n'y en a pas des tonnes. Nous, on a opté pour ECNS, c'est Emergency Communication Nurse System. C'est le même fournisseur que qu'est-ce qu'on utilise sur le 911 pour les appels qu'on reçoit pour nos répertoires médicaux. Fait que je dirais qu'il y a une complémentarité, je dirais, des deux systèmes. À ce moment-là, ça fait en sorte que ça fait une évaluation un petit peu plus sécuritaire, des outils un peu plus robustes, qui sont prouvés scientifiquement, qui supportent la décision, l'orientation clinique. Mais je reviens à ton commentaire sur l'autonomie professionnelle. Fait que oui, on ne laisse rien avec ce protocole-là au hasard, mais c'est un outil de support. Fait que ça n'empêche pas le jugement clinique professionnel, la possibilité de sauter certaines sections si ce n'est pas pertinent, la possibilité de creuser, d'ajouter un certain nombre de paramètres. Ça le soutient. Fait que, mais ça soutient fortement, puis ça permet d'harmoniser aussi la pratique, puis ça nous permet d'évaluer la qualité de nos appels par la suite. Une dernière question, Yves, avant qu'on passe à la deuxième tournée, je dirais. Implanté quand? Combien de quelques résultats, chiffres? En fait, ça fait un an et demi, un petit peu plus qu'on est là-dedans. Fait que là, je dirais, au 31 mars, on a été capable d'avoir une première année complète de résultats. Fait que dans notre région, c'est plus de 9000 situations qui ont été traitées par l'équipe de soutien clinique, là, en paramédecine de régulation, alors là, nos infirmières. Puis, on est dans une présence 5 jours. 5 jours de jour et soir. On n'a pas la nuit. Fait qu'il y a certaines zones qu'on n'a pas le service. C'est en fonction aussi du volume d'activité. Puis, c'est 24 des demandes qui ont été réorientées. Puis, dans certains cas, en fonction des trajectoires un peu plus développées, mais on va jusqu'à 33. On a eu des mois où on était presque à 40 d'orientation différente que le transport ambulancier. Fait que ça fait quand même un certain volume. Fait que je pense que le mot-clé, puis on continue de développer, là, le message clé, c'est le succès de cette réorientation-là, un pourcentage un peu plus élevé, vraiment fonction des alternatives, des trajectoires alternatives qui sont développées. Puis ça, c'est développé conjointement, nous autres, avec chacun des 6, que ce soit le soutien à domicile, le GAP. Puis, fait qu'il y a vraiment une collaboration interorganisationnelle puis interdisciplinaire. Fait que je pense que c'est un beau succès. Merci Yves, merci. Alors, le deuxième tour de table, donc je pense qu'on a une bonne compréhension, j'allais dire, des initiatives qui ont été prises, puis de leur orientation, des mots-clés, de qu'est-ce que c'est que ça a engendré, on pourrait dire, là, comme nouvelle orientation, que ce soit grâce à l'initiative de développer les GAP, d'ajouter des pharmaciens conseils, d'impliquer les services préhospitaliers en ajoutant un niveau de filtration secondaire. Maintenant, c'est quoi la prochaine étape là, pour passer, pour donner le plein potentiel de l'initiative? C'est la question que j'ai posée à chacun de nos invités. Alors, commençons par Éric, encore une fois. Dans le fond, si on c'est regarde quoi la limite du GAP? Si on regarde les pistes d'amélioration, puis je vais garder le punch du futur pour le 3e round. Si on veut se garder en appétit, fait que je vais aller de façon réaliste avec les pistes d'amélioration. Dans les nœuds qu'on traverse actuellement, puis ce que je note, c'est qu'on n'a pas un panel compétitif, on a un panel complémentaire, fait qu'on est vraiment en complémentarité. Juste pour mentionner, par exemple, les appels aux pharmaciens, au début du GAP, c'était un appel sur 5 qui était relié aux médicaments, pour lequel on a eu différents arrimages à faire avec les pharmacies communautaires. On a impliqué le Comité régional de services pharmaceutiques, le CRSP là-dedans, qui a eu un pont avec les pharmacies communautaires.
Puis on est actuellement, en termes de régulation ambulancière, en train de vouloir intégrer ça dans les GAP. C'est vraiment de la complémentarité. On parle de porte d'entrée unique du citoyen où finalement 811, 911, GAP, tout ça serait intégré sur une approche commune où finalement il y aurait accès à une panoplie de professionnels. Fait que les défis qu'on a à traverser, c'est d'harmoniser tout ça. Ça s'appuie sur des systèmes d'information qui actuellement sont en silo. Alors, encore une fois, l'humain dépasse la technologie. Ça donne une grande pression sur les systèmes informationnels, les ressources informationnelles qui ne sont pas toujours au rendez-vous. Il y a un gros spaghetti de solutions technologiques. Alors, il faut que la donnée suive le patient, il faut que les informations qui sont colligées, autant au préhospitalier que dans le système des inscrits ou dans le non-inscrits, suivent. Il ne faut pas que la personne aille se répéter plusieurs fois. Puis qu'on parle de connaissance du réseau. Alors, le système informationnel, c'est un des enjeux actuellement qu'on doit traiter, harmoniser, avoir accès à des bonnes données. Fait que ça, c'est une des pistes d'amélioration. L'autre piste d'amélioration, c'est on s'est rendu compte à quel point on pouvait décupler la force ou finalement notre capacité de réseau à répondre à la bonne demande avec le bon professionnel. Puis ça, on l'a fait sur une clientèle qui est orpheline. Alors que la plus grande majorité des patients au Québec ne sont pas des orphelins, sont plutôt des inscrits. Alors, la piste d'amélioration qui s'en vient, c'est comment on peut faire pour avoir autant de pertinence qu'on en a eu avec les orphelins, mais avec les inscrits. Alors là, ça donne tout un défi aux cliniques médicales, aux GMF, pour dire, bien écoute, moi, j'ai adapté, j'ai l'accès adapté, j'ai des bonnes secrétaires, des bonnes infirmières, j'ai des bons professionnels, mais maintenant, comment on fait à l'intérieur des GMF et des cliniques pour justement avoir comme levier la pertinence pour finalement donner les bons services, donner de l'oxygène aux cliniciens, des marges de manœuvre, pour être capable d'être vraiment populationnel puis de servir tout le monde. Fait que ça, c'est notre autre piste d'amélioration, c'est d'intégrer la pertinence dans les services, dans les cliniques, pour se donner la marge de manœuvre. Puis je pense qu'on est à portée de main, c'est possible de le faire. Quand on dit « Ah, mon Dieu, il manque 1000 médecins au Québec », oui, mais ce n'est pas seulement une responsabilité de médical, c'est une responsabilité interdisciplinaire, puis c'est là-dessus qu'il faut miser pour avoir l'oxygène nécessaire. Il y a une notion d'une certaine équité populationnelle. Si on dit qu'on utilise la pertinence, bien les mêmes outils devraient, dans le fond, soutenir le travail professionnel un peu de la même manière. C'est ce que vous nous dites. Qu'on soit en fait, inscrit ou non, que le jugement de la pertinence soit toujours en arrière-plan, là, sinon en avant-plan. C'est que le fait d'avoir travaillé sur la clientèle orpheline, qui était une clientèle qui était décorporatisée, appartenant à personne, était justement orpheline, on a poussé beaucoup les concepts de pertinence, puis justement d'interdisciplinarité en lien avec cette... On a dit qui peut rendre service à cette clientèle-là de façon prioritaire. Puis ça nous a fait émerger plusieurs idées d'interdisciplinarité, de collaboration, de communication, de système d'information. Là, maintenant, il faut l'amener auprès des inscrits aussi. Oui, si je peux me permettre, oui. En termes de performance globale, tu mentionnes l'information, chacun va faire son évaluation, puis les systèmes ne sont pas tous interconnectés. Il faut trouver des façons. Puis je dirais, nous autres, dans nos réflexions là, par rapport à l'élaboration de nos trajectoires, puis avec les CIS, de dire, si une infirmière fait une évaluation, c'est pas vrai qu'une autre infirmière, au SAD ou ailleurs ou au GAP, va refaire encore l'évaluation. Comment on peut transférer l'information pour qu'on puisse bâtir l'un sur l'autre? Puis ça devient vraiment un effort collectif. Puis ça, je dirais, on a des défis de ce côté-là. Là. Écoutez, moi, je ne peux pas m'empêcher de m'exclamer, de dire, écoutez, c'était déjà visible en 2000 que le soutien de systèmes d'information cliniques pour faciliter l'interdisciplinarité devait être développé. Ça me contrarie un petit peu que le sujet soit encore présent, mais une fois cette frustration exprimée, alors, vous aviez complété, Éric? Alors, Marie-Ève, de votre côté, alors là, les prochaines étapes pour tirer le plein potentiel de l'initiative et puis généraliser ça, qu'est-ce que c'est, ça, à votre avis? Bien, de notre côté, on a une piste de réflexion, une piste d'amélioration. Au niveau de la réflexion, ce qu'on voit et ce qu'on désirait faire, c'est avec le succès qu'on a eu de, justement, avoir un pharmacien conseil, de bien se comprendre professionnel. Encore cette fameuse roue, là, qu'on l'a découvert, là, c'est de voir, mais quelle autre information qu'on ne sait même pas qu'elle existe
parmi nos autres professionnels. Parce que le pharmacien était un exemple de professionnel à cheval entre le public et le privé duquel pouvait collaborer. Mais si on se pose la question de savoir, mais un ergo, un physio, un optométriste, un dentiste, jusqu'à quel point ces gens-là ces professionnels-là peuvent être incorporés aussi? Et la réponse, c'est que la majorité du temps, on ne l'a pas parce qu'on n'a jamais pris le temps, encore cette fameuse roue, de se dire qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui se fait, quelles sont les ressources déjà en place qu'on peut articuler dans notre casse-tête pour aller plus loin dans cette collaboration-là, tisser d'autres liens, au lieu de rajouter une autre structure par-dessus. Fait que ça, c'est une piste de réflexion qu'on aimerait beaucoup travailler dans les prochains mois, prochaines années. Est-ce que vous êtes sollicité par d'autres CIUS pour essayer de faire, je dirais, donc, généraliser votre expérience? Bien, c'est sûr qu'un des enjeux des GAP en ce moment, puis c'était un excellent travail qui a été fait, puis ça a été tellement popularisé vite, victime de sa popularité, qu'en ce moment, bien, il y a un manque de standardisation, d'uniformisation au niveau de l'offre de services, de la structure. Puis c'est sûr que ça peut venir confondant au niveau des professionnels qui travaillent. Puis on a la chance bien, de faire partie justement de comités pour standardiser, uniformiser, répéter ces expériences-là qui sont des succès. Oui. Merci, Marie-Ève. Alors, Yves, de votre côté, de ton côté, pour que ce que vous avez développé là, puisse donner le plein potentiel, non seulement dans votre région, mais que ça puisse se généraliser. Comment tu vois ça? Bien, je pense pour augmenter, tirer plus de bénéfices pour la population, c'est un peu mon message clé de la fin tantôt, il faut continuer le développement de trajectoires, les multiplier avec différents types de professionnels. Ça, je pense que c'est assurément une clé importante. L'autre chose, on pourrait augmenter nos heures de service pour capter une portion additionnelle d'un certain nombre d'appels 911, par exemple, les fins de semaine où le service n'est pas là. Puis, en fait, certains vont se dire, pourquoi vous n'avez pas développé fin de semaine? Je reviens à mes trajectoires. Si les trajectoires n'existent pas les fins de semaine, j'ai beau avoir des infirmières sur place, puis finalement, je n'ai pas de trajectoire, on va envoyer une ambulance. Fait que, tu sais, il y a une cohérence, puis tout se tient. Mais je dirais, l'autre élément, tantôt, je parlais des appels 911 de basse priorité. Bien, on a beaucoup plus d'appels de haute priorité. La réflexion qu'on a eue, c'est, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire avec ces appels-là de plus haute priorité, laquelle, par défaut, vous vous rappelez tantôt, l'image disait, un appel, on assigne en ambulance, un transport, mais un coup que le paramédic est sur les lieux, on se dit, on a un professionnel de la santé qui est sur place. Puis là, c'est là qu'on a amené la notion de coévaluation. Parce que présentement, dans le paramédic sur place, il y a le choix de transporter vers l'urgence ou transporter avec enthousiasme vers l'urgence. Parce que la législation est comme ça. Mais là, on amène une autre option, c'est-à-dire, si tu penses là, que finalement, l'évaluation initiale qu'on avait faite sur le triage 911, finalement, c'est peut-être un peu surévalué. Il y a peut-être des alternatives autres que de l'amener à l'urgence, mais le jugement professionnel de ce paramédic-là dit ouais, je pense que oui. Tu ne peux pas l'offrir à ton patient, mais appelle-nous, appelle nos infirmières au Centre de communication santé. On va faire une coévaluation ensemble. Puis à ce moment-là, on va pouvoir trouver des alternatives selon les mêmes trajectoires qu'on avait parlé tantôt. Puis là, ça nous permet de dire, OK, avec une conversation avec le paramédic, une conversation des fois qu'on inclut en appel main libre avec le patient concerné, puis on trouve une alternative au transport. Fait qu'à ce moment-là, l'appel pour le paramédic se termine là. Il n'y a pas à transporter vers l'urgence, il n'y a pas à aller attendre à l'hôpital, puis il devient disponible pour prendre d'autres appels urgents. Et si je comprends, là, on est sur la fine ligne, dans le fond, de décloisonnement et d'interdisciplinarité. Parce que quand on parle de coévaluation, là, on est sur le site, là. Alors là, il y a un paramédic et qui fait dans le fond, qui décide avec une infirmière d'une orientation, mais que l'infirmière n'est pas sur le site.
Exactement. Alors, donc, c'est pour ça que je dis, si je comprends bien, là, on est à la limite fine de l'interdisciplinarité et du décloisonnement, parce qu'il faut qu'il y ait une confiance mutuelle, dans le fond, de pas faire de bataille de territorialité. C'est un bon point. C'est souvent ce qu'on appelle, nous, le moment où les yeux rencontrent les oreilles. Parce que souvent, nos infirmières, on dit, ils écoutent, sont avec leur casque d'écoute, puis ils ont juste le volet audio. Mais à ce moment-là, qu'un paramédic sur place, on est capable d'apprécier l'environnement, on est capable, c'est sûr, ils vont prendre des signes vitaux. On a beaucoup plus d'informations de qualité que juste parler à un patient. Comment vous voyez ça, Éric? Comme médecin, je vois que vous êtes penché, vous avez l'air concentré sur l'écoute. J'aimerais ça avoir votre réaction. Non, mais en fait, le système de régulation qu'on essaie d'intégrer, bien, on essaie de le faire aussi au Bas-Saint-Laurent. Là, on essaie de répliquer ce que la Montérégie fait. C'est que, dans le fond, c'est normal pour un patient qui appelle, il pense qu'il a besoin d'une ambulance. Hein? Même chose au GAP, là, il pense qu'il a besoin d'avoir un médecin de famille, puis tout à coup, on l'accompagne. Le système de santé est très complexe, oui. Avec plusieurs professionnels, plusieurs qualités de soins et de services. Puis finalement, d'accompagner le patient, puis faire réaliser au bout de la ligne que finalement, c'était peut-être pas ça qu'il avait besoin, c'était peut-être pas le mode de transport qu'il a besoin. Moi, j'aime beaucoup l'image, joindre les yeux aux oreilles. C'est que le paramédic, c'est les yeux sur place, puis les oreilles, c'est l'infirmière qui est au bout de la ligne. Puis là, les deux forment un cerveau commun, puis on dit, mon Dieu, comment on peut vous aider? Ça doit être très rassurant pour une personne qui a appelé l'ambulance, puis qui voit le paramédic qui arrive, puis qui dit, écoutez, je suis en ligne avec une infirmière, on est en train de voir la meilleure option pour vous. Ça fait tout à fait du sens. Puis c'est là qu'on décloisonne, encore une fois, appuyé sur un bon système d'information qui communique, puis que cette information-là pourra suivre par la suite aux professionnels qui pourraient s'en occuper. Je trouve que ça fait tout à fait du sens. Je m'avançais sur ma chaise. D'intérêt. Puis les paramédics sont des bonnes sentinelles, parce que si on regarde les appels qu'on a reçus, là, en fait, si on implantait ça, là, on est dans la section nouveautés, là. À l'ensemble de la Montérégie, c'est dans le dernier mois. Là. Fait que, on n'a pas du recul de 3 ans. Là. C'est dans le dernier mois. On avait commencé à Montérégie-Ouest un petit peu plus tôt que ça. Mais dans le dernier mois, si on regarde, mais quand un paramédic nous appelle pour faire de la coévaluation, mais 76% du temps, ça finit par une trajectoire alternative plutôt qu'un transport. Fait que, wow. Fait que, quand on dit on rencontre les deux, ça donne du succès. Oui. Fait que là, il s'agit de multiplier ce succès-là. Je vois que Marie-Ève a le goût de réagir. Marie-Ève, allez. Je pense que vous le voyez. Là, on arrive sur la table qui nous motive, qui nous passionne. C'est un peu ça quand on était en préparation de l'atelier. Cette culture-là, je pense que c'est même ça qu'il faut amener. C'est qu'en arrière de tout ça, c'est changer la culture, la pensée qu'on a d'avoir des professionnels qui sont dédiés. J'ai mon médecin, j'ai mon infirmière, c'est extrêmement difficile d'arriver à ça maintenant. Donc, de décloisonner, d'être dans l'interdisciplinarité, d'avoir de la prise en charge partagée. Donc, que tous mes professionnels qui sont sur mon chemin, tous les professionnels de mon territoire deviennent mon professionnel. Mais ça, je pense que c'est extrêmement difficile de s'imaginer ça, puis que nous autres, on est bien énervés quand on en parle. Là. Mais c'est vers là qu'on va moi aussi, ça m'énerve, ça m'excite, je devrais dire au sens positif du terme, parce que je crois relire des paragraphes des solutions émergentes et notamment de toute l'interdisciplinarité puis de la responsabilité populationnelle de toutes les professions de santé, écrite il y a une vingtaine d'années. Alors, donc, on est rendu déjà, on va manquer de temps, mais on a le temps. J'invite les gens dans la salle à préparer des questions brèves, directes, parce que je vais faire un dernier tour par rapport à demander à nos panélistes de voler à haute altitude. Alors, je leur ai posé comme question: quels sont, selon vous, les prochains gisements, j'appelle ça des gisements d'amélioration de la collaboration interdisciplinaire en première ligne, et comment pourrait-on envisager d'exploiter ces gisements-là? Alors, donc, une vue un peu plus avancée, plus, j'allais dire, plus poussée vers l'avant le regard que sur les réalisations. On va continuer notre tour de table de la même manière, en commençant par Éric. Fait que si on veut voler à haute altitude, là, c'est vrai que je vais détacher ma ceinture, je vais m'avancer sur mon siège. Donc là, on est en vol de croisière, ça va bien. Écoutez,
Qu'est-ce qui s'en vient? C'est qu'est-ce qu'il y a à haute altitude actuellement? On a entendu parler beaucoup de la pertinence, de l'interdisciplinarité, des projets qu'on a eus, tout ça, puis ça nous amène à certaines limites. C'est que dans le réseau, il y a encore des limites. On est encore sous l'organisation de services qui est bâtie autour de l'inscription. Alors, quand on a la chance d'avoir une inscription, c'est presque une loterie en passant, là, on a un bon billet, puis quand on est désinscrit, on a un moins bon billet. Alors, on a tout en place actuellement pour bâtir une organisation de services qui n'est plus sur l'inscription. Hein. Le critère pour avoir des services ne devrait pas être l'inscription, devrait être le besoin. Alors, il faut se bâtir une organisation de services sur le besoin, vraiment décloisonner, aller chercher l'expertise de chacun des professionnels, un système de communication efficace, de l'intelligence artificielle qui est là pour trier et faire aider au filtrage, puis se bâtir une organisation de services, puis là, je vais dire le mot-clé, intégrale, c'est-à-dire une approche populationnelle vraiment intégrale et non pas intégrée, c'est-à-dire qu'on donne par réseaux locaux, en toute humilité, là, par réseau de services, on ne dira pas quoi faire à personne, sauf que quand il y a une organisation de services qui se fait de cette façon-là, il faut qu'on ait au bout de la ligne aucun laissé pour compte. Puis là, le GAP est un outil, la régulation, les portes d'entrée uniques, les professionnels sont des outils, où finalement, dans ce grand balai-là, il y a des professionnels, mais on adresse les besoins plus que l'inscription. Alors, moi, c'est là que j'ai le goût d'aller, comme chef de DRMG, comme organisateur de services, en lien avec mes partenaires de différentes natures. C'est plus là que je veux aller. Puis évidemment, les morceaux sont en place pour que ça s'organise bien. J'espère que les différents morceaux vont être au rendez-vous, dont les systèmes d'information. J'insiste beaucoup là-dessus, là, c'est qu'on peut orchestrer un balai quand on a un bon système d'information qui rallie les différents professionnels, qu'il n'y a pas de duplication, de demander les mêmes questions à des patients différents, où finalement la donnée accompagne, mais pour supporter cette organisation de services-là, qui serait décloisonnée. Alors, il faut faire éclater le concept d'inscription pour aller plus sur le système des besoins. Voici la haute altitude. J'espère que vous n'avez pas trop le vertige. Non, mais je comprends très bien. Au fond, c'est l'interdisciplinarité, l'information, la pertinence aux fins d'une vraie prise en charge populationnelle par l'ensemble des professionnels sur un territoire donné. Intégral. Intégral. C'est le mot qui me manquait. Marie-Ève. Puis là, alors, toujours à la même altitude. À haut niveau, alors, c'est sûr que là, on en a parlé. Hein? La techno, ça, on peut juste renchérir là-dessus. Mais moi, ce que je vois comme opportunité, c'est vraiment l'aspect, on a parlé tantôt, c'est l'équité populationnelle. En ce moment, on a des patients orphelins, on a des patients qui sont suivis par un médecin. En ce moment, les patients qui sont suivis par un médecin versus orphelins, on n'a pas tout à fait la même offre de service. Puis ce qui manque beaucoup au Québec, c'est toute la prévention, promotion de la santé. Ouais. Ça, je mets mon chapeau de santé publique, là, mais c'est sûr qu'en décloisonnant, en travaillant sur l'interdisciplinarité, on va pouvoir être capable de travailler sur cet aspect-là de prévention, de dépistage, qui en ce moment est le parent pauvre chez nos patients orphelins. On a des patients orphelins qui, ça fait 5 à 6 ans, qui n'ont pas été vus, qui devraient être dépistés. Puis la façon que le système est fait, c'est qu'on répond à des besoins de santé ponctuels, mais on ne répond pas à des besoins de prévention, de promotion. Et la prochaine étape, puis là, ce qui est merveilleux à mon sens, c'est quand on commence à adresser cet enjeu-là de prévention, promotion, de dépistage, qu'on se ramasse à mieux desservir cette population-là. Puis après ça, tout le monde en est gagnant. Là. Le système au niveau des coûts, les patients au niveau de leur quali. Pour moi, ça c'est mon dada. Alors, et vous avez tout un défi de nous faire voler encore un petit peu plus haut. En complément des collègues, là, quand on parle de complémentarité, multidisciplinarité, je pense qu'il faut continuer à élaborer multiples trajectoires. Puis, je dirais, il y a un secteur qu'on n'a pas parlé, on a touché un petit peu, mais les collègues ce matin en parlaient aussi. Là. Il y a certains professionnels qui sont plus en marge du réseau de la santé, qui ne sont pas dans le réseau public. Ça aussi, là, comment les inclure, comment les intégrer, parce qu'il y a certaines trajectoires qui peuvent passer par ces professionnels-là. Alors ça, c'est un défi, je dirais, à solutionner. L'autre chose, dans notre secteur d'activité, par rapport à un centre de communication santé, je dirais l'utilisation des appels vidéo va pouvoir être un aspect qui va
révolutionner de façon significative. Là. On parle de 911, prochaine génération. Je pense à nos infirmières, d'être capables de voir l'environnement immédiat, d'avoir un 360 en étant même au téléphone, mais ça ouvre une panoplie de possibilités pour le futur. Puis, je suis d'accord, là, le volet intelligence artificielle, ça vient en support, puis ça, il faut pousser beaucoup, beaucoup. On est en situation où je ne pense pas qu'il y a beaucoup de secteurs qui n'ont pas d'enjeu de pénurie de main-d'œuvre. Fait que l'intelligence artificielle vient en renfort. Puis, on n'est pas en train de dire non, ça ne sera pas un réseau qui n'est pas humain. Je pense qu'il faut rejoindre les deux. Puis, ça augmente la qualité du service, ça va aider au niveau de la main-d'œuvre, puis ça va faciliter l'intégration des différents professionnels. Alors, je pense que ça, il faut. Alors, merci à nos 3 panélistes qui vont être heureux maintenant de répondre à vos questions, à vos commentaires, que ce soit sous l'angle du GAP, que ce soit sous l'angle, de conception générale ou encore le rôle des différents professionnels de la santé, les paramédics. Alors voilà, alors ne vous gênez pas, je vais commencer par le micro de gauche. La personne était légèrement en avance sur vous, madame. Alors, micro de gauche. Alors, vous vous identifiez et puis vous dites à qui vous adressez votre question. Merci d'être là. Oui, bonjour. Patrick Doiron, moi je suis physiothérapeute de formation. Ma question s'adresse à l'ensemble du panel. C'est des super belles initiatives là, dont on entend parler aujourd'hui. En fait, on entend beaucoup parler, donc, médecins, pharmaciens, infirmières, donc c'est la triade classique du système de santé qu'on connaît bien. Mais on a parlé des physios tantôt. Hein? Oui, c'est vrai. Ouais, j'ai dit physio. Les paramédics sont inclus. Je vous laisse aller, Patrick, allez-y. Merci. En fait, non, c'est qu'il y a de la littérature en ce moment qui fait ressortir le fait que, comme professionnels de la santé, on a notre formation, notre background, nos biais aussi, hein, chacun, puis que ça peut influencer aussi la perception qu'on a d'autres professionnels. Hein? Donc, puis la littérature le démontre quand même. Moi, ce que je me demandais, en fait, c'est, dans le GAP, dans un guichet comme ça, on sait que si on veut avoir le bon professionnel au bon moment pour les bons patients, puis que ce soit pertinent, bien, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une connaissance du réseau qui sort du modèle classique, puis qui sort aussi du milieu public, parce qu'on sait qu'il y a une déconnexion entre le milieu privé et le milieu public, puis que le milieu privé peut beaucoup contribuer aussi là, à faire sortir les patients du réseau ou à donner des bons services. Donc, ma question, en fait, c'est actuellement, est-ce que vous croyez que dans les modèles, il y a une représentation, puis là, on sait que les modèles sont différents dans différentes régions du Québec, là, mais est-ce que vous trouvez qu'il y a une représentation de l'ensemble des professionnels dans des initiatives comme ceux du GAP ou comme ceux du 911 qu'on a vu un petit peu avant? Alors, comment qu'on décloisonne à la fois entre les professions puis entre le privé et le public? Alors, je vais donner la chance à Marie-Ève, puis tout de suite après à Éric. Première des choses, va parler à Marie tout de suite après. Mais écoute, tu nommes le point. Puis même moi, en tant que pharmacienne, souvent, j'ai l'impression que la discussion est souvent médecin, infirmière. C'est notre premier réflexe. Puis c'était un peu les premiers aussi. Mais c'est sûr qu'après ça, de savoir ce que toi, tu peux faire concrètement. À vrai dire, ce jour, je ne le sais pas complètement. Puis tu auras un autre collègue, c'est pour ça que je disais tantôt, dentiste, optométriste. La réponse est entre professionnels puis entre gestionnaires. On ne sait pas tout à fait ce qu'on fait mutuellement puis comment on peut s'entraider. Puis oui, d'avoir de la représentation de ces professionnels-là, ça l'ouvre des possibilités. Puis c'était notre souhait de notre côté. Est-ce qu'en ce moment, ça l'est? Je te dirais malheureusement non. On jasera, hein? Mais c'est vers ça qu'il faut tendre pour décloisonner, pour aider à faire suivre tous ces patients-là. Là. Éric? En fait, si on se rappelle, au printemps, en tout cas, bref, il y a eu les prix Hippocrate, puis dans la mouture de cette année, il y a eu un prix sur justement le positionnement du physiothérapeute à l'urgence, où finalement, vous voyez les problèmes musculo-squelettiques, ça déloadait l'urgence, puis ça valorisait le travail du physiothérapeute sans intermédiaire qui alourdissait les soins. Alors, c'est clair qu'il y a différents professionnels comme ça qui gagnent à interagir puis à être tout de suite dans l'action plutôt qu'à aller par système de référence.
ça passe par des modifications réglementaires pour autoriser certains soins. Mais quand on parle d'influence des professionnels sur justement se faire valoir puis venir se greffer au système d'offres, à l'offre professionnelle, les organes d'influence au niveau des réseaux locaux de santé, là, les organes d'influence sont les tables locales. Les tables locales, actuellement, il y a un tandem médico-administratif qui gère les invitations et ceux qui, je dirais, ont droit au chapitre, mais le fait d'avoir des professionnels qui peuvent s'intégrer aux tables locales, retenez ce mot-là, c'est votre organe d'influence à viser au niveau, à l'échelon du réseau local de services. Les professionnels qui aillent là pour dire, écoute, dans l'offre de service, on veut se faire connaître, comment on fait, puis à ce moment-là, l'intervenant pivot qui est au GAP ou tout autre guichet là, devrait connaître l'offre de service puis avoir des facilitations vers le travail du professionnel sans avoir toute la lourdeur de la référence médicale. Puis peut-être ajouter, puis peut-être vous rassurer aussi, quand on travaille des trajectoires, mais on le fait avec les CIS, les CIUS, puis les directions première ligne, mais les directions des services multidisciplinaires. Fait que les différentes options sont là. Puis je suis d'accord, souvent le réflexe, c'est de dire, bien, d'abord l'infirmière, parce que souvent ça couvre large, puis après ça, on rajoute des différents professionnels, parce qu'on est dans des créneaux plus spécifiques, avec moins de volume. Mais c'est des choses qui se font. Les réflexions se font à ce sens-là. Puis je pense que l'autre élément aussi, c'est quoi le réel besoin? Parce que des fois, on a tendance à être prescriptif sur ce qu'on pense devrait être la solution, plutôt que de poser c'est quoi le réel besoin. Puis à ce moment-là, ça nous ouvre la porte sur peut-être des professionnels différents pour répondre aux besoins clientèle. Merci de votre question, Patrick. Il nous reste à peine 8 minutes tout juste. Alors, si on veut prendre les questions ou commentaires des deux autres personnes qui sont au micro, alors à vous, madame. Merci. Donc, je suis Isabelle Gaboury, je suis chercheure à l'Université de Sherbrooke, campus de Longueuil. Go Montérégie. Je vous salue tous trois pour, notamment pour vos innovations, puis aussi pour la large place que vous laissez à la collaboration interprofessionnelle. On le sait, en fait, il y a un auteur qui a dit que là où l'accès était roi, la continuité était la reine. J'aimerais vous entendre un peu là-dessus, là, soit la continuité informationnelle ou la continuité relationnelle. Où est-ce que vous positionnez la continuité dans vos innovations? Alors, Marianne, en premier? Je peux me lancer. Marianne, allez-y. Bien, c'est un excellent point que tu apportes. La continuité, c'est d'une importance clé, mais par contre aussi, c'est un des plus grands défis qu'on a. Et cette continuité-là, son défi, puis on l'a un peu tout nommé, identifié, c'est qu'avec les ressources informatiques, nos outils en ce moment complexifient ou ne favorisent pas cette continuité. Donc, on veut la mettre de l'avant. Tu sais, par exemple, au GAP, là, je peux clairement te dire, bien, notre continuité, là, bien, elle se fait par formulaire papier, puis elle se fait par télécopieur. C'est une belle chose. Est-ce que c'est optimal? Pour ça, quand on se dit là, techno, solution, bien, c'est là que ça va nous aider parce que là, on a un frein majeur à cette continuité-là, même si on sait qu'elle est très importante, parce que sinon, ça peut générer des risques d'erreur, des patients qui sont mal suivis, puis surtout dans une idée d'interdisciplinarité et de décloisonnement, bien, cette continuité-là, si on n'a pas d'outils, elle n'existe pas, puis ça met en danger le patient. Avoir les bons outils. Yves, Éric? Bien, sur la continuité, je touchais un peu tantôt la continuité informationnelle, éviter les doublons, puis éviter la duplication, puis être capable de se transmettre ouvertement l'information. Ça, c'est un élément qu'on travaille qui n'est pas simple. Puis je dirais surtout, ce n'est pas tout le monde qui a accès au même système réseau. Mais j'amènerais un angle par rapport à la continuité d'information. Ça touche aussi la population. Je pense qu'il faut communiquer ces différentes alternatives-là. Que quelqu'un qui dit, ben, je fais 911, je veux une ambulance. Il y a des alternatives, mais on fait encore face à la situation où, ben non, je vais être transporté en ambulance parce que je vais passer plus vite à l'urgence. Fait qu'il y a des mythes qui doivent être déboulonnés, puis je pense que la continuité d'information doit inclure aussi
tout l'aspect populationnel. Je pense qu'il y a une grande campagne de promotion et de publicité à faire sur cet angle-là. Éric? Pour ma part, la continuité, ça rime avec confiance. Puis confiance dans une relation. Confiance dans le fait qu'il y a un professionnel qui peut nous suivre ou que notre condition va être suivie en temps opportun de façon adéquate. Et puis, dans l'espace de transition où un patient perd son médecin de famille, devient orphelin, il y a une perte de continuité, une perte de confiance. Alors, dans les gaps, là, se greffe au gap des systèmes, des services transitoires où finalement, on veut récupérer la clientèle en attendant d'avoir un autre médecin de famille, récupérer la clientèle où, dans un espace de continuité, on est capable de prendre en charge des maladies chroniques pour faire des represcriptions, des ajustements, de la prévention, de la promotion, pour ne pas laisser la personne en compte, pour que quand elle va avoir un médecin de famille, il y ait encore une continuité qui s'établisse. L'autre chose, c'est que continuité, ça ne s'établit pas pour toutes sortes de besoins. Il y a certains besoins qui demandent plus de continuité que d'autres. Avoir un épisode de soins qui se règle en 1 ou 2 visites, ça ne demande pas beaucoup de continuité, versus d'autres épisodes de soins qui demandent un suivi longitudinal, qui demandent plus de continuité. Fait que si on axe les soins sur les besoins plus que sur la base d'inscription, à ce moment-là, on va être capable d'adresser cette continuité-là dans une confiance, encore une fois, appuyée sur des systèmes d'information qui permettent de récupérer l'information puis que ça suive le patient. Merci de votre question. Alors, Isabelle, et puis maintenant... Bien, je suis Michel Cournoyer, je travaille avec Léomed. Donc, ma question touche, comme il y a le vieillissement de la population, vous avez parlé beaucoup des différentes trajectoires puis des professionnels qui sont à l'intérieur du parcours de soins d'un patient. Vous positionnez le proche aidant comment dans cette trajectoire-là? Bonne question. Et à quelque part, il est considéré comment dans votre monde? Alors, je pense qu'Éric se sent prêt à être le premier à répondre. En fait, le proche aidant, dans des situations où il y a une grande vulnérabilité chez la personne qui a besoin de soins, mais qui n'est pas capable de s'exprimer ou d'endosser le fait de demander des besoins, le proche aidant est fondamental. Puis ça, il faut le reconnaître. Autant pour la demande de soins dans les soins à domicile, le proche aidant, souvent, avant qu'il demande des signes de fatigue ou de désinvestissement, devrait être supporté. Ça, il faut que ça soit reconnu, mais c'est un besoin du système du continuum de soins des personnes âgées ou des personnes vulnérables. Alors, le proche aidant doit avoir autant de services le proche aidant, là, c'est un membre de l'équipe avec des compétences de proche aidant. Alors, il doit être dans l'équipe de soins, se faire supporter, puis avoir les mêmes services, autant s'il est orphelin, autant où la personne qui l'aide est orpheline ou pas orpheline. Alors là, encore là, en accès sur les besoins, puis qui a accès aux mêmes portes d'entrée que s'il interagissait pour lui-même. Yves et... Ben, moi, je suis à l'aise avec ce qui a été positionné. C'est sûr que dans le volet 911, au début, ça se passe vite, mais lorsque on est dans une évaluation, une coévaluation ou un triage secondaire, mais le proche aidant va nous fournir de l'information sur ce qui s'est passé dans la dernière semaine, les 2 dernières semaines. Ça va nous amener, parce qu'on est souvent dans du ponctuel, mais le proche aidant, sur les lieux, va pouvoir nous donner un peu d'historique, puis nous donner un complément d'information qui est fondamental pour la suite des choses. Très utile. Marie-Ève. On est un beau panel, on est tout le temps d'accord. Fait que, on est complémentaires. Ben oui, ben c'est ça. Mais c'est sûr que quand on va vers des soins qui sont centrés sur le patient, le proche aidant, il fait partie de l'équation, il est là. Donc, je peux juste acquiescer à ce que tu mentionnes. Le proche aidant fait partie de l'équation, il est là, il nous fournit de l'information de première intention sur le patient. Puis nous, on le voit au GAP parce qu'on a des gens qui ne sont pas capables de faire leur démarche par eux-mêmes. Donc, on a des proches aidants qui nous joignent. Puis, bien, c'est sûr que ça facilite le travail des intervenants. On sait à quel point ils sont précieux. Oui, ils sont précieux. Alors, vous ne me croirez pas, mais on est à 5 secondes de la fin. Et puis, moi, je vais vous dire que j'ai eu beaucoup de... J'espère que vous avez apprécié autant que moi les échanges que nous avons eus. Franchement, moi, je trouve que ces 3 panélistes vraiment exceptionnels, des gens qui ont pris des initiatives, des gens qui sont capables de vision, mais qui sont capables aussi d'action, de compréhension, d'empathie, et puis de transformer ça dans la réalité.
Justement, à défaut d'un grand chef d'orchestre, à défaut, j'allais dire, de soutien informatique adéquat, ce n'est pas l'imagination humaine ni le sens de l'initiative qui a manqué à nos 3 panélistes. Alors, je vous propose de les applaudir chaleureusement pour les remercier. Merci aussi aux personnes qui sont venues poser des questions très intéressantes. Merci à vous d'avoir été là et au plaisir de vous revoir. Merci, bonne fin d'après-midi.